Il y a une idée qui a littéralement façonné notre monde moderne. Mais son histoire, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mouvementée qu'on pourrait le croire. C'est ça, l'histoire inachevée des droits de l'homme. Alors, tout commence là, avec ces quelques mots qui sont devenus absolument iconiques. On est en 1789 et cette phrase, elle met le feu aux poudres. Elle promet une ère complètement nouvelle, fondée sur la liberté, sur l'égalité, bref, une véritable révolution. Et là, on pourrait se dire, bon, c'est bon, l'affaire est pliée. On grave ça dans le marbre, on l'applique et c'est la fin de l'histoire. Sauf que, pas du tout. La réalité, elle est bien plus fascinante et pour tout dire, bien plus chaotique. Alors la question se pose, est-ce que c'était vraiment la fin de l'histoire ? Ok, pour bien comprendre ce voyage, il faut qu'on revienne au tout début. La fameuse déclaration de 1789. C'est la pierre angulaire, le socle, une fondation vraiment radicale pour les droits modernes. Le problème, c'est que quand on pose des fondations en pleine tempête, ça s'avère incroyablement fragile. Et là, premier rebondissement. D'un côté, cette déclaration devient un symbole intemporel, une référence pour le monde entier. Mais de l'autre, sa vie juridique, sa vraie application, a été hyper courte, à peine 2 ans et demi. En 1792, la monarchie constitutionnelle s'effondre et hop, la déclaration perd toute force de loi. L'idée, elle, survit, bien sûr, mais son application concrète, mise en pause. Et c'est là que commence une très très longue traversée du désert pour les droits de l'homme. Il faut s'imaginer le 19e siècle en France. C'est un tourbillon politique permanent. Des régimes qui se font, se défont, se refont. Dans ce chaos, l'idée de droits fondamentaux a un mal fou à trouver un terrain stable pour s'enraciner. La meilleure preuve de cette instabilité, c'est que l'idée de 1789, elle est tout de suite contestée, tirée dans tous les sens. Tenez, en 1793, les plus radicaux, eux, ils mettent l'égalité au-dessus de tout. Ils vont même jusqu'à créer un droit à l'insurrection. Et puis, à peine 2 ans plus tard, en 1795, changement des décors complet. On a une version beaucoup plus conservatrice qui essaye de contrebalancer les droits avec des devoirs. Résultat, aucune de ces déclarations ne sera vraiment appliquée. Le chaos politique de l'époque est juste saisissant. Regardez-moi ça, une république, puis un empire, puis une monarchie, puis une autre république, puis un autre empire. C'est un cycle sans fin. Dans un contexte pareil, comment est-ce qu'une idée aussi neuve, aussi fragile que les droits de l'homme aurait pu s'installer durablement ? C'était impossible. Chaque nouveau régime remettait tout simplement les compteurs à zéro. Mais voilà, pendant que le monde politique est en pleine ébullition, la société, elle, change du tout au tout. C'est la révolution industrielle. Et ça crée d'un côté des richesses immenses, mais de l'autre, des misères toutes nouvelles. Et ça expose les limites des droits de 1789 qui étaient très politiques. Parce qu'au fond, la liberté, c'est bien beau, mais ça vaut quoi si on n'a pas de quoi manger ? Et on arrive en 1848. Là, il y a un basculement. C'est un tournant philosophique majeur. L'idée, c'est que l'État ne peut plus se contenter d'être le gardien des libertés, un simple arbitre. Non, il doit intervenir activement pour que les droits deviennent une réalité concrète pour tout le monde. Pour la toute première fois, on confie à l'État une vraie mission sociale. Et cette nouvelle vision, elle se traduit tout de suite par des choses très concrètes, même si, encore une fois, ça ne va pas durer longtemps. C'est là, pour la première fois, que la devise liberté, égalité, fraternité entre dans la Constitution. On proclame le suffrage universel masculin et on voit apparaître de nouvelles libertés, beaucoup plus sociales, la liberté de réunion, d'association et même l'égalité dans les rapports entre patrons et employés. L'idée de 1789 commence enfin à prendre corps. On arrive ensuite à la Troisième République. Et là, il y a un paradoxe qui est absolument fascinant. Ce régime, il va durer 65 ans, mais il n'a aucune déclaration de droit dans sa constitution. Rien. Et pourtant, c'est justement pendant cette période que les libertés publiques vont connaître un essor incroyable sans précédent. Alors, comment c'est possible ? Au vu d'un grand texte, d'une grande déclaration, on a construit les droits brique par brique, loi après loi. Et quelles lois ? Ce sont des textes fondamentaux qui structurent encore notre société. La liberté de la presse en 1881, la liberté syndicale en 1884, la liberté d'association en 1901, la séparation de l'Église et de l'État en 1905. C'est un véritable âge d'or des libertés, mais construit par la loi. Mais cet âge d'or, il va être balayé, anéanti par la Seconde Guerre mondiale. Et au sortir de ce traumatisme absolu, il faut tout reconstruire. Pas seulement les villes, non, il faut reconstruire le pacte social lui-même. Et là, un consensus se dégage. Pour bâtir un monde vraiment nouveau, il va falloir des droits beaucoup plus forts et surtout beaucoup plus sociaux.
Et ce qui est vraiment remarquable, c'est la démarche de 1946. On ne fait pas table rase du passé, on ne jette pas tout, bien au contraire. Le préambule de la nouvelle Constitution, il fait deux choses. D'abord, il réaffirme solennellement l'héritage de 1789, et ensuite, il consolide toutes ces grandes lois de la Troisième République. L'idée, c'est de construire sur des fondations qui ont déjà fait leurs preuves. Mais il ne se contente pas de ça. Il ne regarde pas seulement en arrière. Il ajoute une petite phrase, mais une phrase absolument décisive. Il dit qu'il faut ajouter des principes particulièrement nécessaires à notre temps. Et ça, c'est génial. C'est la reconnaissance officielle que les droits ne sont pas figés, qu'ils doivent évoluer avec la société. Alors, c'est quoi ces nouveaux droits ? Eh bien, premièrement, une vraie révolution dans le monde du travail. Le droit d'obtenir un emploi, la liberté syndicale, le droit de grève, la participation aux négociations collectives, tout ça est enfin gravé dans le marbre constitutionnel. Ça transforme durablement le rapport de force entre employeurs et salariés. Deuxièmement, l'idée de droit explose et s'étend bien au-delà du travail. Elle va toucher tous les aspects de la vie quotidienne. On garantit l'égalité entre les hommes et les femmes, on instaure la protection de la santé, la sécurité sociale, on affirme le droit à l'éducation, à la culture et même le droit au repos et aux loisirs. En fait, c'est l'acte de naissance de ce qu'on va appeler l'État-providence. Et puis, troisième grande innovation, un choix économique très clair. La Constitution dit noir sur blanc que les industries clés, tout ce qui fonctionne comme un service public ou un monopole, doit être nationalisé. L'énergie, les transports, par exemple. C'est la naissance d'un État qui intervient dans l'économie, qui se donne les moyens de piloter la reconstruction du pays. Alors, au bout du compte, que nous apprend tout ce parcours ? Eh bien, ça nous amène à une conclusion vraiment essentielle sur la nature même des droits de l'homme. Ce voyage nous montre que les droits, ce n'est pas du tout un monument figé, une relique de 1789 qu'on admire dans un musée. Non, c'est une structure vivante, c'est une construction. On pourrait imaginer une sorte de cathédrale. Les fondations, c'est 1789. Les murs ont été élevés, péniblement, tout au long du 19e siècle. Et la grande voûte, elle, a été achevée en 1946. C'est une construction collective où chaque génération a ajouté sa pierre à l'édifice. Et tout ça, ça nous laisse avec une question. Une question pour nous aujourd'hui. Si les gens de 1946 ont eu ce courage de définir les droits qui étaient particulièrement nécessaires à leur temps, alors quels seraient les droits qui sont particulièrement nécessaires aux nôtres ? À l'heure du numérique, du dérèglement climatique, de la mondialisation, l'histoire des droits de l'homme, c'est clair, elle est encore loin d'être terminée.